Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons le plaisir de recevoir Gavin Ruiz pour son roman La divine comédie de nos vies qui est sorti chez Albin Michel. Et pour l'interroger ce soir, on part en Suisse, on retrouve Julie Vaza, journaliste culture au magazine Elle Suisse. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Gavin par mon intermédiaire et je reviendrai te les poser à la fin. Je vous souhaite à tous les deux une belle rencontre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Gavin, comment vas-tu? Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Ça va bien. Le soleil décline tout doucement, il fait beau, on en profite, on est ensemble là pendant une heure, c'est super. Je suis très heureux que tu sois là et que sur les ondes là, comme ça, virtuellement, et qu'on se voit enfin un peu plus que d'habitude et qu'on puisse parler de ce livre. Je suis content. Bah oui, moi aussi je suis absolument ravie, d'autant que j'ai beaucoup aimé ce troisième roman, donc une chance, non mais donc un troisième roman après deux autres qui étaient Papa est une danseuse étoile et puis le Club des feignasses que j'avais adoré déjà il y a 2 ans ou 3 ans, je me 3 ans souviens plus déjà. Ouais. L'écriture de romans, mais c'est pas du tout ta seule activité pour ceux qui ne te connaissent pas encore très bien parmi nos auditeurs, puisque tu es aussi secrétaire général du Routard, le fameux guide du Routard. J'y suis. Euh, et puis, tu chroniques, on peut t'entendre sur les ondes assez régulièrement, dans pas mal d'émissions sur France Inter et d'autres aussi. Quand on te suit sur les réseaux, on aperçoit tes enfants aussi. Donc, on imagine que tu as une vie bien, bien occupée, Bah, surtout avec… c'est dense, ouais. En effet, tu as raison, c'est assez rythmé, mais tant mieux, tant mieux. Et comment ça se passe en ce moment, dans cette période si troublée qu'on vit tous et qui s'apprête à l'être à nouveau pas mal dans les semaines qui viennent? Eh bien, je viens de faire un petit planning avec ma femme pour voir qui allait s'occuper des enfants la semaine prochaine. Je vais reprendre ma casquette avec elle de professeur des écoles. Je vais revoir le programme de CM2. Donc, je suis à fond là en ce moment, les accords de participes passés. Je suis sur les fractions, les divisions à une ligne. Je vais réapprendre des choses. Donc, parfois, je suis obligé d'aller un peu sur Internet pour voir comment ça marche parce que j'ai un peu oublié certaines techniques, mais bon, ça va, on s'en sort. On en est tous là, c'est terrible. Voilà. Euh, je repensais à l'année dernière, ton livre devait paraître il y a 1 an, Ouais. et je me disais, c'est quand même pas de chance, 2 fois de suite, le confinement pour la sortie du livre. Pas évident, mais il commence quand même à prendre vie auprès des lecteurs et il est bien accueilli. Donc j'imagine que c'est un vrai plaisir. Je suis content. En effet, les premiers retours, c'est hyper fort parce que, bien sûr, il était là sous cloche, j'ai envie de dire, pendant 1 an. Il était prêt et on avait beaucoup travaillé avec Lise Boel et Estelle Cerruti, mes éditrices chez Albin Michel, et on était prêt vraiment voilà, il était chez les stocks, dans les stocks, quoi, chez Albin. Et donc, j'avais qu'une hâte, c'était de vous le présenter, de voir les premiers retours. Et les premiers retours sont assez. Waouh, ça me touche beaucoup, ça me bluffe parfois. Je vois des choses que je n'avais pas vues, donc ça c'est sympa. Je vois aussi des choses que j'avais vues et je suis content que les lecteurs réagissent à certaines réactions des personnages, à certaines constructions. La construction aussi, je m'étais attaché, je voulais vraiment quelque chose de choral, je voulais des personnages qui prennent la parole et qui fassent évoluer l'action, et je voulais vraiment créer une espèce de petite danse, et que ce soit comme les cercles de l'enfer, mais je voulais en faire les cercles de l'amitié, et vraiment que chaque personnage fasse avancer l'histoire et qu'on ait des flashbacks, mais sans que ce soit trop lourd, et que par le personnage, par son ton, par son style, j'ai essayé de travailler le plus possible sur le style des personnages, ça c'était génial, mais pour essayer de faire avancer la parole de chacun et que l'action avance au fur et à mesure et qu'on arrive à la dernière ligne, au dernier mot pour comprendre pourquoi mon héros choisit de faire cela. Ah oui, justement, c'est le moment, je pense, d'en parler un petit peu, de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais qu'on commence juste par la quatrième de couve qui donne envie, je trouve. Une seule chose est sûre, entre guillemets, j'aurais dû dire stop avant, avoir le courage de parler. Sans le savoir, ma femme et son amant m'ont fait le plus beau cadeau du monde. Donc, est-ce qu'à partir de là, tu peux nous dire en quelques mots, sans aller trop loin, de quoi parle ton livre?
Il parle d'amitié, bizarrement, derrière ce mot, d'amitié au pluriel et d'amour. La question, c'est jusqu'où peut-on aller par amitié? C'est la question qui sous-tend tout le discours de chacun. Jusqu'où peut-on aller par amitié? Est-on capable de faire pas tout et n'importe quoi, mais est-ce qu'on peut faire tout pour quelqu'un qui nous demande l'impossible? C'est quand même assez fou. Jérôme, le héros, demande à l'un des trois amis, ils sont quatre au début, il y a Jérôme, Sacha, Marc et David, et Jérôme demande à Sacha de l'aider. C'est le premier chapitre je peux On dire n'en dévoile pas trop. peut-être pour s'échapper. Et donc, on va découvrir pourquoi il demande ça au fur et à mesure. On va découvrir que derrière chaque personnage, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être aussi eu des bonheurs qu'on n'a pas soupçonnés les uns les autres. Connaît-on vraiment ses amis? C'était ça aussi la question qui m'intéressait de développer, de traduire à travers ce texte. A-t-on vraiment c'était l'amitié aussi qui m'intéressait sous cette forme pour savoir, on dit souvent qu'il y a des chagrins d'amour, mais est-ce qu'il peut y avoir des chagrins d'amitié? Est-ce que l'amitié, c'est un pacte? Autant l'amour, on peut se marier, on peut faire un pacte, on peut, je ne sais pas, il y a plein de formes de contrats, mais possible. Mais dans l'amitié, quel est le contrat qui nous unit à l'autre? C'était ça qui était un peu qui était important pour moi. Jusqu'où peut-on aller en amitié? Est-ce qu'on sait tout de l'autre, de son ami? On se dit souvent, on entend ah, c'est mon meilleur ami, ah, c'est ma meilleure amie. Mais ça veut dire quoi, son meilleur ami? Est-ce que c'est un acte qu'il faut perpétuer constamment à travers le temps? Alors là, aujourd'hui, mes héros, ils ont 40 ans. Ils se sont connus quand ils avaient 10, 12 ans en sixième. Connu comment? Ils se sont connus à l'école. Oui. Les premiers jours d'école, en sixième, ils se retrouvent assis quatre, tous les uns à côté des autres. Ils sont très différents, tous les quatre. Il y a Jérôme qui est vétérinaire, il y a Sacha qui est chirurgien esthétique, il y a David qui est, De la bac. oui, exactement. Non, c'est Marc qui est à la BAC, qui travaille à la BAC, et David qui est jardinier au Stade de France. Donc voilà. Et c'était à travers ces personnalités très différentes, très diverses, qui se disent amis. Est-ce qu'ils ne se cachent pas certaines choses? Est-ce qu'ils ne se voilent pas la face aussi? Jusqu'où l'amitié peut aller? Est-ce que parfois on se dit oui, c'est mon meilleur ami, oui, c'est mon ami, mais à quoi ça rime en fait? C'est des actes, c'est des mots, c'est des gestes. Et là, tout d'un coup, Jérôme, il va dire à Sacha, est-ce que tu es vraiment mon ami? Est-ce que je peux compter sur toi? Je vais te demander l'impossible. Tu es mon ami, est-ce que tu veux le faire? On va découvrir s'il va le faire ou pas, pourquoi il va le faire et pourquoi Jérôme fait ça. Donc voilà, c'était ça le point de départ de cette histoire. Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans ton livre, justement, c'est que les personnages, sous un abord assez léger, et on sourit souvent en te lisant, finalement, interrogent vraiment, et les questions, comme tu l'as évoqué, sont profondes et nous font réfléchir aussi sur nos relations aux autres. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire, est-ce que tel ami, je le connais vraiment aussi bien que je pense? Donc ça, c'est particulièrement réussi, je trouve, justement, avec cet effet choral, comme tu as dit, puisque on entend les voix assez singulières des uns et des autres qui avancent tranquillement. Alors, c'est aussi un roman où on voyage, il y a pas mal de lieux qui sont évoqués, bien évoqués. Il y a Honfleur, qui est très important. Il y a un café à Honfleur, particulièrement celui de Juliette. Et puis, il y a la Thaïlande. Je me suis demandé si c'était un voyage du routard qui t'avait inspiré pour la Thaïlande. Et tu oublies un autre café très important, le café du désir, Celui de Paris. qui était aussi de Vincennes, que je connais bien, qui est le café de Vincennes et qu'on retrouve au début et qu'on retrouve à la fin. C'est quand même le point de départ de cette histoire. Et en effet, le café de Juliette, le resto au bord du vieux bassin à Honfleur. Et la Thaïlande, ben, tu as raison, parce que, en effet, donc, tu l'as dit, je travaille au routard, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis ici, nous y sommes d'ailleurs. Et en fait, le routard, j'ai la chance de pouvoir voyager
en temps normal. Et la Thaïlande est un des guides dont je m'occupe. Et pendant que je réfléchissais à ce roman, j'étais en Thaïlande, j'étais en mission. Je suis resté pendant plus d'un mois et demi là-bas. Et en fait, un soir, j'étais au bord de l'eau là et j'écoutais, je voyais des gens, j'aime bien les scènes, j'aime bien entendre les sons, j'aime bien m'inspirer de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, de tout ce que je sens. Et là, j'ai cette dame là qui, à un moment, a fait ça et je l'ai vue cette dame et donner des offrandes au petit temple juste à côté sur la plage. Je l'ai vue aussi. Après, j'ai extrapolé, bien sûr, c'est plein de choses. Il y a une plage de Madagascar aussi que j'ai imaginé où le soleil était écrasant. Et c'était ça que je recombine, c'est l'art de la fiction, c'est la chance de la fiction de pouvoir s'inspirer, de le transformer. Mais c'est vrai que mes voyages m'inspirent beaucoup parce que quand on voyage pour le routard, on est toute la journée en train de travailler, de marcher, on passe d'un bus, d'un train, d'un bateau, d'un mototaxi. Et puis des fois, on croise des visages, on croise des gestes, on croise, là tout d'un coup, je vois le tatouage d'une jeune fille sur un mototaxi à Bangkok en pleine nuit. C'était assez surprenant, c'était un tatouage énorme. Je l'ai noté, qui sait, peut-être qu'un jour elle sera dans un roman. Et puis, je pense, tu disais les feignasses aussi. Alice, le personnage des feignasses, c'est une jeune fille à côté de qui j'étais assis dans un train et qui écoutait sa musique à fond comme ça. C'était Paper Planes, je me souviens. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça que j'essaye de capter. Je ne sais pas si je vais les reproduire, les retranscrire un jour, mais en tout cas, voilà, je m'imprègne de tout ce que je sens, de tout ce que j'entends. Ça peut se passer en Thaïlande ou ailleurs, mais c'est vrai que, et puis je peux sortir de chez moi et puis voir quelqu'un qui prononce un mot, une expression bizarre, yoyoter de la touffe. Marguerite dit ça. Marguerite est on va dire la grand-mère de tous ces jeunes quarantenaires. Et en fait, yoyoter de la touffe, c'est une expression que j'ai entendue dans la bouche de ma mère. J'adorais cette expression. Et je m'étais juré que je la replacerais un jour. Et j'ai réussi. Je ne savais pas comment, je ne savais pas où, mais voilà. Là, ça tombait pile. Comment tu les notes? Tu les écris dans un petit coin? Et là, autour de moi, j'ai plein de carnets, en fait, tout le temps, j'ai plein de carnets. Alors, je les finis pas, mais c'est plein de petits carnets, j'aime bien, je note tout, ouais, exactement. Et puis, c'est par projet, j'aime bien ensuite imaginer les personnages dans ces carnets, je les croque. Alors, je les croque comment? C'est déjà par écrit, je note plein de mots, j'ai une page, voire un petit dossier par personnage, je note le nom, je m'amuse à découper dans des magazines des visages, ou parfois je prends des photos, ou, je les imprime, je vois des gens, des chevelures, la chevelure d'Elisabeth par exemple dans Les Feignasses, qui était bicolore, c'est une dame que j'ai vraiment vue, elle me faisait penser à Agnès Varda, mais là, Marc, je voyais quelqu'un qui avait vraiment la boule à zéro, et du coup, ça joue sur l'intrigue à un moment, on comprend que parce qu'il est chauve. Si je ne l'avais pas imaginé chauve dès le départ, je n'aurais pas pu rebondir comme ça. Donc voilà, c'est plein Parle de détails. d'Olivia? Exactement, oui, exactement avec Olivia. Et en fait, je note plein de choses qui vont peut-être pas me servir. Je sais ce qu'ils aiment manger, je connais leurs plats préférés, je connais leurs vins préférés, je connais là où ils se sont rencontrés la première fois. Là, on voit que ça sert dans cette histoire. Je vois le banc où ils se sont assis dans la cour d'école en sixième. Voilà, je m'amuse à faire des petits dessins. Parfois, la maison de Marguerite aussi, la grand-mère en fleurs. Et ben, j'ai dessiné le plan. Alors, c'est la maison d'une amie que j'ai visité un jour et je trouvais qu'elle était super, cette maison tout en longueur avec la cheminée, la cuisine de l'autre côté, la table au milieu. Je me suis dit, ça, c'est idéal. C'est un huis clos parfait avec la petite porte derrière pour aller sur le petit jardin, le pommier, la porte qui claque à l'étage, le volet qui claque à l'étage. Je l'ai entendu. Et voilà, ça joue aussi sur les enfants des héros. Voilà. C'est plein de petits détails qui font, en fait, qui enclenchent chez moi vraiment la fiction, tout simplement.
une question que je voulais te poser. Tu pars donc des personnages et des lieux pour créer ton intrigue. C'est pas l'inverse. C'est pas une idée. Tu te dis pas j'ai envie de parler de tel sujet et puis autour tu vas inventer des personnages, des lieux. C'est l'inverse. J'ai envie de dire que c'est un peu les deux quand même, parce que j'ai l'idée du sujet avant de partir. Jérôme, je voyais où je voulais aller. Je savais qu'il avait quelque chose à exprimer. Je ne savais pas exactement comment, encore au départ, mais c'est à partir du moment où j'ai construit les personnages, où je les ai saisis ensemble, que j'ai ensuite fait en sorte que tout s'imbrique en fait. Tout d'un coup, ça c'est quand même quelque chose qui me bluffe. À un moment, j'ai tellement d'infos sur eux que ils sont là. Je les connais, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'Olivia elle va me parler, elle va être vulgaire quand elle va chercher l'adresse sur son GPS pour aller en fleurs. Elle n'y arrive pas, elle est énervée. Je la voyais avec sa fleur blanche dans les cheveux. Voilà, je les sens, je les vois. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Non, je ne suis pas schizophrénique, mais je les entends presque. Et après, ils me parlent, donc il faut que je les fasse vivre. Donc la seule solution, c'est d'écrire, et c'est à partir de ce moment-là. Et j'écris pas tout de suite, j'arrive pas, mais une fois que j'y suis, ça part tout seul, presque. Tu arrives à les lâcher facilement après ou ils continuent de te parler? Là, j'ai toujours l'impression d'entendre Lucien Minchelli, mon héros de Papa danseuse étoile. Il est toujours là, hein. Je l'ai croisé l'autre jour. J'ai l'impression de le voir. Je m'amuse à faire des films des fois de mes romans. Je me dis qui, tiens, pourrait jouer. Je vois quelqu'un dans la rue, je vois quelqu'un dans une salle d'attente, dans un hall de gare, etc. Et je crois que ces personnages ont un bout de mes héros en eux, donc c'est assez intéressant. Parfois, il faut que je fasse gaffe quand même. Faut faire gaffe. C'est vrai, là où je te rejoins, c'est que tu as une écriture qui est très cinématographique. On a l'impression de voir le film se dérouler. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire Amis producteurs, les droits sont libres sur ce livre. Le premier roman, Comment va pas devenir danseuse étoile, est en cours d'adaptation au cinéma ou à la télé, je ne sais pas encore, mais est en cours d'adaptation en tout cas. Le deuxième est Feignasse, non, pas encore, mais celui-là non plus. Donc voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai, tu as raison, beaucoup de retours me disent il y a du Claude Sauté. Alors c'est sûr que j'avais revu Vincent, Paul, François et les autres avant d'écrire, donc il n'y a pas de souci. J'ai vu il n'y a pas longtemps Un éléphant, ça trompe énormément. Il y a cet esprit aussi, bien sûr, des mecs ensemble qui parlent. Il y a peu ça. Et puis on m'a dit aussi, Jean-Marc Laurent à la montagne m'a dit que ça lui faisait penser à du Patrice Chéreau. Et on inverse, on met Limoges à Honfleur et on a le même trajet, ceux qui même prendront le train. Et je me suis dit, waouh, mais ouais, voilà, merci Jean-Marc. Et ça, c'était intéressant. C'est des choses qu'on n'imagine pas comme ça, qu'on ne voit pas quand on écrit. Mais après, alors, en effet, on m'a dit que c'était très cinématographique, très, presque une novélisation d'un scénario presque. C'est vrai que je vois vraiment les choses de façon très visuelle avant d'écrire. Je les vois bouger en fait. J'essaye, ça c'est le plus dur pour moi. En fait, c'est tellement dur que je me force je sais pas, tu vois, à ce geste-là de, je sais pas, serrer la main, comment il va prendre la main, comment il va croiser ses doigts, comment il peut se tenir les mains, comment il peut faire comme ça. Et Marguerite, elle fait souvent ça. Pas facile d'exprimer le geste, ou Marguerite qui est dans son fauteuil en train de fumer ses cravates A, et je la voyais bien la tête en arrière, là. Du coup, j'essayais moi-même, je me mettais en position, je disais, comment elle peut faire comme ça, mais alors, elle est plus petite que moi, hop, comme ça. Et Marguerite, elle existe, cette dame, je l'ai croisée encore ce matin. C'est une dame que je croisais tous les matins. Je la voyais fumer, justement, dans un café le matin, en emmenant mon fils à la crèche. Et alors, elle ne sait pas qu'elle est, qu'elle est dans un roman. Un jour, peut-être que je lui offrirai, mais elle habite à Londres. Ouais, je ne sais pas si elle apprécierait, mais bon, en tout cas, je ne la connais pas, hein, je ne sais pas quelle est sa vie, mais c'est cette dame qui m'a inspiré ce personnage. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la question de l'amitié qui est vraiment centrale dans ton livre. Donc, tu le dis, hein, ils ont une devise
ces quatre amis, c'est un pour tous, tous copains. C'est depuis qu'ils se connaissent qu'ils ont cette devise, ce que ne manque pas Jérôme de rappeler à Sacha au moment dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que toi, tu serais aussi prêt à aller aussi loin que Sacha pour des amis? Est-ce que c'est quelque chose que tu éprouverais? C'est la question que je me suis posée en écrivant le roman, hein. Mais je crois bien. Je crois bien. Je l'ai fait pour d'autres, peut-être des choses moins graves, hein, quand même. J'ai fait des choses pour mes amis, c'est clair. Il y a pas mal d'amis à qui pour qui je suis intervenu, bien sûr. Bah, l'amitié, c'est peut-être là que ça se niche. C'est dans cette mise en pratique du pacte en fait invisible, euh, inconnu ou secret. Qu'est-ce qui nous retient avec quelqu'un? Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui fait écho chez nous? C'est ça qui est intéressant, c'est des personnalités très différentes et pourquoi on est attiré par ce genre de personnes. Et en effet, eh ben, il y a des gens pour qui on est capable de tout faire, de tout donner, de tout sacrifier aussi. Alors, je exagérerais si je disais que j'avais sacrifié des choses pour des amis, mais c'est vrai que j'ai fait des choses qui allaient dans leur sens. L'essentiel, c'est que ça plaise à l'ami. Après, on s'en fiche de savoir si ça plaît aux autres ou pas. Je crois que c'est ça aussi le sens de l'amitié. Parfois, il y a un sentiment de toute puissance aussi dans cette espèce de pacte un pour tous, tous copains. Il y a le côté collégial, on est tous ensemble et on avance tous ensemble. Ça, c'est quelque chose d'assez précieux, je pense. Ah, il y a quelque chose de puissant, effectivement, dans l'acte d'amitié, de donner quelque chose à l'ami qui nous le demande, mais il y a quelque chose de très fort aussi dans l'acte de demander quelque chose à son ami. Et alors, Jérôme dit quelque chose que j'ai trouvé dur et qui explique un peu sa démarche. Il dit se mentir à soi-même, je l'ai fait trop longtemps. Petit à petit, j'ai eu cette sensation d'étouffer, d'avoir tout gardé pour moi. J'étais plein des autres, des actualités, des activités du monde entier. Je n'en pouvais plus. Et à force de vivre pour les autres, je me suis oubliée, je suis devenue un autre. Et ça le conduit à prendre une décision assez radicale qu'on a évoquée. Est-ce que selon toi, est-ce qu'il avait le choix en réalité? Parce qu'on peut considérer il est assez égoïste, mais je m'interroge, je ne suis pas certaine qu'il ait vraiment eu le choix en réalité. Pour tout te dire, j'ai écrit le premier jet de ce livre et je l'ai passé à ma meilleure amie, mon amie d'enfance. Et elle m'a dit c'est un gros salaud. Et donc là, c'est ce que j'attendais de ma meilleure amie. Elle me dit bon, ben voilà. Elle me dit non, mais c'est odieux ce qu'il fait quand même. Imagine, il quitte sa femme. Enfin, je ne dis pas tout, mais voilà, c'est ses enfants et tout. C'est quand même dur. Mais comment il fait ça et tout. Puis en fait, après, elle me dit non, mais tu as peut-être raison. Dans ces cas-là, on est acculé. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus bouger. Et le déclic, il y a un déclic, et bah, il en profite en fait. Et il se dit que c'est le moment où jamais. C'est peut-être, alors, il y a peut-être aussi l'âge. Est-ce qu'à cet âge-là, 40 ans, alors bien sûr, je ne parle que de choses que je peux connaître, à 40 ans, c'est vrai qu'on a déjà vécu une petite partie de notre vie, on a construit quelque chose, ou pas d'ailleurs, mais c'est chacun son souhait, et puis on a envie peut-être d'évoluer, et on se rend compte, à 40 ans, peut-être qu'on se dit plus, on est peut-être plus franc avec soi-même, on se dit plus les choses aussi de ce qu'on a envie de faire, et comment on a envie d'évoluer, comment on a envie de progresser par rapport à sa vie, par rapport à la vie. Et l'ami, il est peut-être là aussi pour nous aider à nous aiguiller et à nous cadrer. Là, ma chère Catherine, quand elle a lu cette version, elle m'a dit mon coco, là, enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas, elle m'a dit clairement ce qui n'allait pas. Et c'est exactement ce que j'attends de mon amie. Et, bon, je ne suis pas sûr que si je lui demanderais ça, elle ferait ça, mais je ne lui demanderai pas. Mais en tout cas, je lui fais grand confiance et en effet, elle me touche parce elle elle m'envoie des signes. Et j'ai dédié ce livre à mes deux meilleurs potes d'enfance. On était tous ensemble à l'école, hein. On s'est tous connus au même endroit. Et en fait, ils sont très différents l'un et l'autre. Il n'y a rien de commun, bien entendu, mais c'est juste l'esprit d'amitié, l'esprit de communauté. Cette communauté, je trouve qu'elle porte. Quand ça va, des fois, on en a un peu
rigole, il y a autre chose. Et en fait, on se dit, bah, tiens, il y a peut-être des amis qui sont là pour nous pousser un peu au cul, pour nous dire, allez, vas-y, fonce, te laisse pas aller, avance. Et bah, c'est ça aussi le rôle de l'ami, je pense. C'est d'être là, d'être l'oreille, hein, ne rien dire, parfois juste écouter, ça fait quand même énormément de bien. Et puis, l'ami est franc, l'ami, comme il n'y a pas d'engagement. Donc, il peut vous dire tout ce qu'il veut vous dire s'il n'est pas d'accord. Et c'est ça que j'attends, moi, je pense, d'un ami. Enfin, je ne sais rien, mais c'est ma vision, moi. Mais l'ami est là pour nous, pour nous chatouiller là où ça ne va pas, quoi, et pour nous cajoler quand ça va bien ou quand ça va mal. C'est ça qui m'intéressait. Alors pour autant, même si on sent bien que la relation entre eux tous est très très forte, en particulier entre Jérôme et Sacha, tu dis que Jérôme, par l'intermédiaire de Sacha, il y a deux types de personnes sur Terre, les gagnants et les perdants, les leaders et les suiveurs. Jérôme, lui, est sans hésitation un winner. C'est Sacha qui parle. Hein. Rien ne semble atteindre, il est hermétique à la douleur et au malheur, il ne doute jamais, il domine. Alors je me demandais si l'amitié comme l'amour, ça pouvait rendre aveugle, à ton avis. Ah, c'est tout à fait juste. Bah, je crois parce que Sacha, bah, il s'est peut-être trompé. Et là, tout d'un coup, lui, il se retrouve dans la nasse. Et puis, comment il va s'en sortir? Et c'est ça aussi, bah, l'amitié dans ces cas-là peut mettre le doigt là où ça fait mal aussi, parce que bah, tout d'un coup, il se dit mince, merde, je me suis planté sur toute la ligne. Et bah, est-ce que, et il le dit plus tard, pour me racheter, pour prouver que je suis vraiment un ami, bah, je ne peux que réagir et aller dans le sens de la demande de Jérôme, parce qu'il me demande quelque chose d'impossible. Je me suis peut-être planté. Où est-ce que je me suis planté? Ouais, il n'arrête pas de se poser la question. Comment, qu'est-ce que j'ai pas vu? Est-ce que j'ai loupé quelque chose qui était primordial? Là, il se pose des questions, et c'est là où il se dit que pour justement compenser ces erreurs qu'il a peut-être commises, et ben, c'est le moment ou jamais d'avancer et de prouver son amitié à Jérôme. Alors, on voit que finalement, Jérôme a donné le change pendant longtemps, hein, parce qu'il a donné l'image de quelqu'un de solide, de fort, d'attentionné. En réalité, il allait pas si bien que ça. Est-ce que tu penses qu'on est forcé finalement à un moment donné de jouer la comédie et que c'est la seule condition pour qu'on puisse bien vivre? Est-ce qu'on joue tous un peu un jeu dans nos vies? J'adore dans la littérature, j'aime bien chez Racine la dichotomie entre la personne et le personnage. Et ça me fascine depuis des années, et je crois que je joue avec cette nuance. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un masque, il y a le masque social, il y a le masque, là, maintenant, il y a le masque, on a un vrai masque là, mais il y a un masque, on joue un jeu, la divine comédie de nos vies, on joue un jeu, on est impliqué. Et c'est des codes, on essaie de correspondre à des codes, on essaye et parfois bah, on peut plus jouer, on n'a plus l'envie de jouer. Et je pense que là aussi c'est l'âge, c'est l'expérience, et puis c'est la confrontation avec les autres qui nous permettent d'avancer, de se rendre compte que et ben, tout d'un coup le personnage se rapproche tout doucement de la personne, et on essaie de rentrer en adéquation avec soi-même. Et c'est là aussi, je pense, avec nos expériences collectives, et l'ami est là justement pour le curseur par rapport à soi, par rapport aux autres, et nous donne des limites, nous donne j'aime bien l'idée tu sais, dans les tableaux, des fois tu mets des coins derrière pour bien attacher l'œuvre, ou bah, en fait, je trouve que l'ami, il est là un peu. Alors, ça peut piquer un peu, hein, le truc là, ça coince un peu, mais ça stabilise, et tu peux l'enlever et tu peux le remettre. Et en fait, ça te donne un cadre. Ça te donne un cadre. Et je trouve que l'amitié donne un cadre et peut justement nous aider à nous trouver, tout simplement, et à nous montrer que parfois on n'est pas sur le bon chemin aussi. Parfois on est aveuglé soi-même
on se dit que tu as raison de dire qu'on s'aveugle, on fonce, on avance tout le temps. Parfois, on n'a pas trop le temps de se poser de questions non plus. Les jours se suivent, se ressemblent, et les métro, boulot, dodo, là, on le dit. Et parfois, on n'a pas, ça fait du bien d'être là, comme ça, pendant une heure, de se parler. Tout d'un coup, c'est vrai, tu te dis, mais. Et le roman, c'est cette bulle aussi, c'est ce moment où on peut, alors pendant le temps de l'écriture, ça turbine un peu dans tous les sens, mais à la fin, quand on arrive à l'œuvre totale, enfin l'œuvre, je n'arrive pas à dire ça, mais à la fin de l'ouvrage, Pardon. Il y a un téléphone. Et tout d'un coup, on se dit, bah voilà, on a le temps de se poser des questions. Et ça, je crois que le roman aide à ça, et l'amitié aide à ça aussi. Et parfois, on arrive à un moment où on est vrai, et peut-être c'est le moment où tu peux nous lire un passage de ton livre. Alors, il y a un moment où on est en plein chemin pour Jérôme, et où il devient lui-même. Il est en Thaïlande, on est à la page 169, et il dit « Je suis heureux, tout à l'eau, les courants chauds frottent mes cuisses, mon sexe, mon ventre, une vague fraîche glisse entre mes bras, mon corps se laisse aller. Je n'avais plus goûté à cet abandon depuis des années. Où m'étais-je égaré? Un vide à oublier, trop sollicité, trop entouré, trop occupé, jamais le temps de trouver le temps, de trouver mon temps. J'ai senti que ce temps perdu serait un jour ma vie à retrouver. J'ai toujours fait croire que j'étais fort, mais non. Peur de m'avouer, par manque de courage, je me suis perdu dans une comédie de vie qui n'était plus la mienne. Seul l'abbé Goël connaissait mon secret. J'aurais pu en parler à quelqu'un d'autre, mais c'était le seul en qui j'avais une réelle confiance. Il n'y avait aucun enjeu avec lui. J'ai pu lui parler en toute franchise. Il m'écoutait. Il savait que la mort de mes parents avait arrêté net ce projet. Il m'avait encouragé à trouver une autre voie. J'ai cru qu'il avait raison. J'ai tenté. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon vous allez savoir beaucoup de choses. Mais j'aimais bien ce moment où, dans l'eau, justement, j'aime bien cette sensation où on rentre dans la mer, où il fait chaud, et ça. Alors là, lui, je ne sais pas s'il est habillé, nu, je crois qu'il est nu, mais dans ma tête, il est nu. Mais j'aime bien ce moment où on est. Il y a aussi le côté, le liquide amniotique, on renaît à soi. On est on peut jouer sur le jeu de mots mer, on peut tout faire d'un point de vue psychanalytique, mais en tout cas, j'avais juste envie du plaisir, du soleil. Là aussi, j'ai pensé à un texte que j'avais lu, c'est Le Chercheur d'or de Leclésio, où ils sont tous les deux, les héros, puis en fait, ils sortent de l'eau et il y a du sable sur leur peau, et puis tout d'un coup, il fait tellement chaud que tout d'un coup, ça sèche, et le sable coule tout doucement, c'est cool le long de leurs bras, il est tellement sec que ça coule naturellement. Et là, j'avais envie de retrouver cette sensation de bien-être au soleil. C'est vrai que la Thaïlande, pour ça, on est écrasé au soleil. Ça fait du bien parfois. Là, ça fait du bien de revoir un peu les premiers rayons là, du printemps. C'est un de mes moments préférés. Et comme ça, il y a la renaissance, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a certaines scènes qui ont été plus difficiles à écrire que d'autres? Et je pense notamment à une scène assez torride, très bien faite d'ailleurs. Est-ce que certaines t'ont donné plus de difficultés? Alors celle-ci, je peux remercier mon éditrice, parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Elle me disait, il faut être honnête, j'étais un tout petit peu trop soft. Et là, elle m'a dit, mon coco, ça se passe pas comme ça. Là. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont rien fait ensemble, donc là, il faut y aller. Donc, elle m'a montré le chemin. Elle m'a dit, c'est pas ça là. Et elle m'a dit, muscle ton texte, pour pas dire autre chose. Et cette scène a été assez pas dur, c'est plutôt technique. Comme une scène de sexe, c'est quand même très dur. Je n'en avais jamais écrite avant, donc première. Bon, voilà, tant mieux si ça marche. Je la voyais bien. Par contre, je la voyais très très bien. Je me suis fait des dessins aussi pour savoir si ça collait au niveau des portes, du vestiaire, du club de sport, etc. Bref, je voulais voir si tout collait. Ça, et la dernière scène, elle m'a filé des frissons, j'ai pleuré sur le dernier mot, il faut avouer, j'ai trouvé ça tellement. Enfin, je voyais la scène encore une fois. Ouais, j'imagine que tu as pu accueillir aussi. Ah ouais, c'était vraiment très très fort, et je voyais la scène, j'entendais le pas, et je voyais ce dédoublement et vraiment ça m'a bluffé, et quand j'ai écrit le nom, ça m'a plu. Vraiment,
me suis dit, waouh, j'étais presque triste que ça s'arrête, mais j'étais… Tu avais pas ce dernier mot en tête au début. Non, 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 non. Et je me vois en train de l'écrire, hein. J'étais en Espagne. J'étais en Espagne chez mon père. Et je me vois en train d'écrire ce mot-là. Et là, je me suis dit, bah, c'est fini. Et là, j'ai l'air bête. Et je me suis dit, ah ouais, mais voilà, bah voilà. Ça y est, on y est. On y est. Et une espèce de libération, de tristesse. Alors là, pas mal de gens me disent, on veut la suite. Donc, Bah oui. bon, Forcément. j'y ai pas pensé, hein, du tout. Je ne sais pas du tout. J'y crois pas trop pour l'instant, mais je suis pas parti sur ce projet-là. Mais voilà, c'est vrai que c'est fort. On a envie de peut-être savoir ce qui se passera après. On m'a aussi reproché que c'était pas assez long. Tant mieux. Je préfère qu'il y ait un petit goût de envie, on reste un peu sur sa faim, mais tant mieux. Est-ce que quand on est complètement satisfait, c'est suffisant? Je ne sais pas. Mais j'aimais bien aussi donner envie c'est déjà pris. Mais ça me plaisait bien et j'étais triste et heureux à la fin. Alors, c'est un roman aussi où il y a pas mal de musique, tu évoques pas mal de morceaux. Est-ce que tu écoutes de la musique en écrivant? Alors, j'écoute de la musique un peu planante où j'arrive pas trop à… Soit de la musique classique, mais alors du Rachmaninoff, faut que ça soit, faut que ça enfin le piano qui tambourine c'est pas possible, mais il faut que ça, vraiment, faut que ça, on lâche les lions là, j'aime bien ça, les fauves, ça j'aime bien quand ça fouette, et j'aime bien aussi Tom York. Là j'ai écrit beaucoup en écoutant Tom York sur ce dernier, je sais pas, il y avait une espèce de côté hypnotique qui me plaisait, qui me berçait, et j'écrivais pas tout le temps, hein, c'est pas vrai, mais sur certaines scènes un peu dures, ça me lance en fait, ça me donne de l'élan et j'ai l'impression qu'il y a une petite musique là, qui me parle et qui me dit allez, 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 fonce, fonce, fonce. Et est-ce que tu penses au lecteur quand tu écris? Ou pas du tout? Non, en fait, là, je pensais à la structure du roman. En fait, j'aime bien aussi ça parce que mes trois romans sont complètement différents d'un point de vue de la structure. Et je trouve que c'est important d'imaginer ça en amont et le plaisir de la lecture. Alors, je pensais au lecteur pour la scène finale, parce que je me disais, mon idée aussi, c'était, j'aimais bien le film Usual Suspects. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film où tu as très envie de le revoir à la fin pour te voilà. dire qu'est-ce que tu as vu. C'est vrai que ça donne cet effet, ton livre. Voilà. C'était un peu aussi l'effet voulu. Je me disais, tiens, ça s'est pas fait naturellement, ça s'est construit au fur et à mesure. Et là, je me disais, j'aimerais bien qu'on se dise, ah ouais, ah ouais, ah oui, d'accord, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et puis se refaire, se rembobiner. Ça, j'aime bien en tant que lecteur me faire avoir en fait, et me faire berner pendant tout le roman. Enfin, je ne sais jamais le plaisir de la lecture du roman, c'est de se dire, il m'a embobiné le coquin et jusqu'où il m'emmène. Et là aussi, il y a des lecteurs qui m'ont dit, je ne savais pas du tout où tu voulais aller, ce que tu souhaitais nous dire. Et c'était ça aussi qui était pas mal. Et ça, je pense aux lecteurs dans ces cas-là, au plaisir de la lecture. Si tant est qu'on est un, j'espère. Mais c'est vrai que ça me touche. Bon, Nathalie, Alors moi, rebonjour. tu penses bien, Gavin, qu'il y a un truc qui ne m'a pas échappé, que tu lui as dit il n'y a pas si longtemps, on va rembobiner. Je sais bien que les éditrices se dévouent corps et âme avec leurs auteurs, mais quand tu dis que ton éditrice t'a montré techniquement comment écrire cette scène, est-ce que tu peux nous expliquer plus exactement ce que ça veut dire? Alors, mon éditrice, c'est Lise Boel et Estelle Serrouti chez Albin Michel. Et là, c'est Lise. Elles sont très complémentaires, elles sont très différentes l'une et l'autre. Et en fait, Lise est fougueuse, tempétueuse, et c'est ça et Estelle est beaucoup plus réservée, mais alors, elle pointe des choses très précises aussi. Mais voilà, elles se complètent et c'est ça que j'aime bien dans ce travail, ce trio hein, qu'on forme avec, pour l'édition. Et en fait, Lise, bah oui, elle m'a dit,
tout bien, tout honneur. Elle m'a dit, non, mais elle me dit, là, mon coco, là, faut y aller, quoi. Il ne va pas lui susurrer des mots doux à l'oreille, il ne va pas lui chouiller le lobe de l'oreille. Hein. Donc, il faut y aller. Alors, mais elle me dit ça au téléphone, hein, un soir, là, je la vois en train de me dire, elle m'appelle le soir pour me dire, non, mais là, ça ne va pas du tout, là, ton truc, là. Il faut que mon coco, il faut que tu reprennes tout, là. Il faut que tu fasses tout et tu recommences et on y va et on fond. Et voilà, c'est ça, c'est le. Je crois que j'ai fait plus de. En tout, sur le roman, je crois que j'ai fait une vingtaine de versions. Je suis revenu sur plein de moments. Il y avait des personnages qui étaient là, qui sont repartis. Je faisais parler les enfants aussi. Je les ai supprimés dans la narration parce que ça ne faisait pas avancer le schmilblick. Mais donc, il y a vraiment, c'est ça qui est bien aussi. C'est bien quand on met la main dans la pâte là, et qu'on façonne et qu'on pétrit le texte. Et donc, bah, quand l'éditrice te dit d'y aller, bah, tu y vas. Alors que je t'ai dit que je me mettais dans certaines positions pour comprendre comment ça se passait. J'ai dû me refaire des films. Je n'ai pas fait que des films. Mais voilà, il faut mettre du concret, du réel, ou pas d'ailleurs. L'imagination est toujours débordante, mais ou des fantasmes, des rêves, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime bien dans le travail avec l'éditrice, c'est que l'idée, c'est que le roman soit le plus abouti possible et elle te guide, elle te drive, elle te donne des recommandations et elle te dit là où ça ne va pas. Et ça, j'aime beaucoup et c'est ça qui me plaît énormément. Alors, il y a une question de Frédéric. D'ailleurs, Frédéric salue chaleureusement Julie. Je pense que Julie, tu dois savoir qui c'est. Alors, la question, alors tu as déjà répondu, elle avait posé une première question à laquelle tu as répondu, donc je ne vais pas la reposer. Et là, c'est l'amitié n'est-elle pas en quelque sorte une histoire d'amour sans attirance physique? Peut-être, mais vraiment, je mets ça. Je dis les chagrins d'amour, les chagrins d'amitié. Ouais, je sais pas si le corps joue tant que ça. Je sais pas, j'en sais rien. Je crois pas. Il peut peut-être y avoir une attirance physique dans une histoire d'amitié, je sais pas. Déjà, on se voit beaucoup quand on est amis. Il y a un truc. On est proches, on se tient chaud les uns les autres quand on est assis autour d'une table et sur un canapé à boire des coups, ou au bar quand on pouvait, à un comptoir. Donc voilà, il y a un côté. Bah, c'est aussi. Non, je sais pas si. Alors, bien sûr, il n'y a pas le passage à l'acte, mais c'est quelque chose d'assez. J'aime bien aussi, moi, le côté un peu. Ils jouaient au rugby quand ils étaient jeunes, là, mes héros. Bah, il y a le côté un peu. Voilà, tu vois, ils se rentrent un peu dedans, là. Ils se tiennent par les épaules, ils sont tous les uns les autres proches. Alors, je ne sais pas si la différence est vraiment ténue, hein, mais il y a un truc physique quand même dans l'amitié qui me plaît bien, moi. La présence, la force. J'aime bien, moi, serrer mes amis dans les bras, j'aime bien les embrasser, ouais, j'aime bien les prendre dans mes bras, les tenir. Il y a un truc physique que j'aime bien. Alors, je rebondis sur le rugby. Quelle idée d'avoir donné comme métier à un de tes personnages, donc c'est David, d'être jardinier du Stade de France. Alors, effectivement, il joue au rugby, il a été blessé, il ne peut plus jouer, mais quand même jardinier du Stade de France. C'est quand même Alors là, c'est parti complètement en sucette. Hein. Quand j'écrivais, c'est le hasard complet. J'écrivais. Et en fait, au début, c'était pas ça du tout. Mais je ne trouvais pas ce qui. Je voulais. En fait, c'est un gros doudou. Il est énorme. C'est une grosse baraque. Et en fait, je voulais le rendre un cœur. Je voyais bien ce type hyper baraqué en train de. Tu sais, tailler l'herbe avec son petit ciseau là pour que ce soit bien droit, avec des limites bien droites, que ce soit parfait. On comprend pourquoi il veut que l'herbe soit parfaite après. Mais puis la scène, il y a eu cette scène d'amour avec son amoureuse là. On-off, la lumière et tout. Enfin, Et en fait, je me suis dit, Stade de France, c'est pas mal. Du coup, alors, je suis allé regarder les emplacements dans les gradins, parce qu'à un moment, il dit j'aime bien être sur le rangé, je crois. Bref, je me souviens avoir été regarder les plans du stade pour que ce soit au bon endroit, pour que ce soit vrai, le plus vrai possible. Alors, Muriel parle de l'adaptation, justement, tu en as parlé tout à l'heure, de cinématographique. Comment vis-tu cette adaptation? Est-ce que toi, tu participes ou pas du tout? Tu es spectateur? Non, je ne participe pas du tout parce que c'est pas mon métier en fait. Et puis c'est bien, je trouve.
c'est bien, ça va être une autre œuvre, ce sera autre chose, ce sera pas pareil, et j'espère que ce sera pas pareil, je ne sais rien, mais si c'est pas pareil, c'est pas grave, ça vit autrement, et je trouve que chaque œuvre est unique, donc là, ils prennent cette œuvre, ils l'adaptent, donc ça veut dire qu'ils peuvent changer le nom, ils peuvent changer les univers, ils peuvent changer le porter, dans la trattoria, je ne sais pas si ça existera, mais... Et d'ailleurs, j'avais lu une première version du scénario qui n'était pas du tout... sur une autre adaptation qui n'était pas du tout comme la fin prévue, et ben, je trouvais ça super, je me suis dit, mince, pourquoi j'ai pas eu l'idée, voilà, donc tant mieux que le scénariste s'approprie le texte, je trouve ça vraiment important, parce que faut, parfois on peut coller au texte, hein, pourquoi pas, et puis parfois quand ça s'échappe, c'est très bien aussi, tout m'ira, de toute façon, si je trouve que le texte, enfin s'il a la chance d'aller sur un écran petit, grand, tout sera intéressant. Alors Arnaud, lui, il a une question un peu technique. Il sait que tu as suivi des ateliers avec Jean-Marie Laclaftine chez Gallimard en 2017 et une masterclass de John de Truby. Sinon, c'est précis, hein. Est-ce que ça s'apprend l'écriture et qu'est-ce que ces masterclass t'ont appris? Et c'est Arnaud, c'est ça? Oui, c'est Arnaud. Arnaud oublie surtout ma première prof d'écriture, Marie-Christine Guillon. J'ai suivi les ateliers de la ville de Paris. Et tous les mercredis soirs, pendant 2 ans, j'étais avec Marie-Christine et d'autres acolytes que je continue de voir. Et tous les mercredis soirs, on se réunissait dans les sous-sols de Beaubourg. Il n'y avait plus glamour. Et en fait, on travaillait. Et en fait, ça m'a complètement débloqué. Souvent, on a peur d'écrire. Enfin, je sais pas, moi je me disais, c'est pas pour moi, je sais pas faire, etc., etc. Et en fait, les ateliers d'écriture, justement, ça permet de se laisser aller et de se dire, il n'y a rien de. Déjà, on n'est pas obligé, hein, si on n'a pas envie de le faire, il ne faut pas se faire mal, hein, ça ne sert à rien. Si vous pouvez vous faire plaisir, faites-vous plaisir, faites-le. Je soutiens vraiment que c'est quelque chose de primordial pour se lancer, c'est vraiment top. Et donc, j'ai suivi l'atelier de Marie-Christine. Ensuite, j'ai fait la masterclass de John Truby. Alors, John Truby, ça a été génial. Ça a été pendant 6 jours. C'est assez rapide, hein, mais, et pendant cette masterclass, il brasse toutes les infos et sur l'efficacité à l'américaine, hein. Il a absorbé je ne sais pas combien de centaines de films, beaucoup de films. Et en fait, je cherchais ça pour l'efficacité, pour savoir comment... alors, il y a des choses parfois qui peuvent être la prémisse, par exemple, bon, c'est un peu... c'est assez amusant. Et surtout, alors après, on se rend compte, quand on a fait cet atelier, et bien, cette masterclass, que plein de films correspondent à ce schéma. Et alors, l'idée, quand même, c'est de garder en tête le schéma, mais c'est surtout de se l'approprier et de le faire sien c'est ce qu'il n'arrêtait pas de dire pendant sa masterclass, c'était de partir hors des clous, quoi, de pas adopter à la règle, il n'y a pas des codes, hein, 1, 2, 3, 4, non. Mais il dit oui, j'ai vu ça dans tous les films, à vous de faire votre propre film ou votre propre histoire à partir de ces codes. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez le changer, vous pouvez en oublier certains. Mais c'est vrai que sur les rôles des personnages, sur le déroulé de l'histoire, sur la montée, la descente, la montée, hop, puis le final qui explose, c'est vrai que c'est très intéressant. Et Jean-Marie Laclaftine, alors là aussi, c'était autre chose, c'était encore une autre façon de faire. Et chez Gallimard, et j'ai adoré Jean-Marie aussi. J'ai trouvé ça vivant, avec un petit verre de vin après, c'était super, à la pause. Et là aussi, ça s'appelait La Fabrique du récit, si je ne m'abuse. Et c'était beaucoup plus intuitif, pas du tout formel, mais avec il avait un regard, hein, il a quand même, il a une expérience qui n'est pas négligeable et puis un sourire et puis une façon de nous driver, de nous piquer là où ça faisait mal. Et je trouvais ça super. Et puis ce que j'ai aimé dans ces ateliers, surtout, c'est la parole, la prise de parole et pouvoir lire les premiers textes et avoir un retour. Et il ne faut pas avoir de pudeur, hein. Et de toute façon,
m'en fous un peu, mais et c'est sympa de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on a fait, d'avoir un premier retour. Parfois, on tombe mais complètement à plat, et la bienveillance de nos partenaires. Je salue Maud, je salue plein d'autres personnes que j'ai, Laurence, que j'ai adoré pendant ces ateliers, parce que c'était drôle, c'était vivant, voilà. Et il y en a quelques-uns qui ont publié après, donc ça c'est intéressant, on avait vraiment un regard. Et moi-même, j'ai pu maintenant faire des ateliers. J'en ai fait un l'année dernière, et j'en fais un cette année encore avec les mots, la maison Les Mots. Cette année, je me focalise sur la figure de la mère, comment écrire la mère, on va voir si on y arrive. Et en fait, j'ai appris là aussi beaucoup, et j'ai adoré ce côté, on est tous différents au début, c'est un peu comme le club que j'aime bien créer à chaque fois au début de mes romans, et en fait, très différents. Et il y avait quelqu'un qui ne voulait pas lire, il y avait quelqu'un qui disait qu'il était nul, il y a quelqu'un qui disait rien. Et à la fin, mais il y avait une espèce d'émulation, c'était les mouvements de la vie, le thème. Et j'ai encore le souvenir des frissons quand j'entendais les textes de certaines personnes, toutes sont intervenues et ont parlé de façon très, très juste et très. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment très riche des deux côtés. Alors moi, j'ai appris beaucoup. Maintenant, je crois que c'est bon. J'ai plus envie d'en faire pour l'instant. Mais le faire de l'autre côté, c'est hyper intéressant aussi pour moi. J'avance beaucoup en écoutant les autres personnes qui veulent écrire et qui écrivent magnifiquement. Alors, dans ton roman, il y a des très belles descriptions de Honfleur. Est-ce que ça, c'est une déformation professionnelle de l'autre côté, puisque donc tu écris pour le Routard? Dans tous tes romans, d'ailleurs, il y a des descriptions de lieux qui sont très précises. Est-ce que c'est ça? C'est une déformation, c'est ça? Bah, je crois, docteur. Alors, oui, c'est ça. Mais tu as tout à fait raison. Et alors, pour être encore plus précis, pour Honfleur, là, j'ai fait appel à une de mes amies d'enfance qui habite Honfleur, et je lui disais, alors, est-ce qu'on passe bien par cette rue-là? Est-ce qu'il y a bien des pavés? Parce qu'à un moment, j'entends le pavé, le bruit des boots de Juliette sur les pavés. Est-ce qu'il y a des pavés? Faut pas déconner. Donc, j'avais envie qu'il y ait des vrais pavés. Le bar, c'est le bar. Il y a un bar où ils vont danser. Alors, j'ai donné le nom du bar de mes parents. Le bar, c'est pas vraiment un bar qui existe, quoique, je sais pas. Mais j'ai appris plein de trucs. Alors, le personnage, la tenancière du bar n'existe pas du tout. Mais voilà, le resto de Juliette, c'est aussi un resto que j'ai connu autrefois. Voilà. Et c'est vrai que j'essaye à la mesure du possible, d'être juste dans les descriptions. Ouais, j'aime bien ça. Et la chance du routard, c'est qu'il n'y a pas d'image dans les guides. Et donc, il faut avoir beaucoup de synonymes, de mots précis, de mots techniques pour décrire. Donc, ça, ouais, ça m'aide beaucoup. Alors, avant qu'on termine cette rencontre, est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation que tu as écrite, page 66? Quelle comédie effrayante que celle de nos vies. Après, il change un peu de registre, mais c'est effrayant quelque part. C'est fou ce qu'on fait. C'est une comédie. C'est ça aussi qui m'intéressait, c'est le côté comédie. On l'entend d'un point de vue comique, mais il y a le côté aussi tragique. Et dans tous mes romans, en fait, enfin 3 romans, je pars toujours d'une situation grave, et j'essaye de. C'est mon naturel, hein. J'en fais quelque chose de plus léger, mais il y a toujours ce fond grave. Et je crois que c'est ça la vie, c'est la comédie, et c'est effrayant. Et on est toujours sur on est comme ça, on est comme ça. Et j'essaie de trouver ça, ça marche, ça fait un roman, mais d'essayer de trouver le juste milieu de nos comédies. On joue tous des comédies, et on la joue plus ou moins, et on joue plusieurs rôles, et ça dure longtemps, le plus longtemps possible, hein, tant mieux, et c'est ça qui nous fait avancer, je trouve. Alors, je vais remontrer la couverture parce qu'on ne peut pas la rater, hein. La couverture, elle Hyper pète, hein. fier, parce que c'est un artiste que j'avais vu à New York, Matthew Eckhart, pour cette figure humaine à gauche de l'écran, et c'était ça qui me plaisait beaucoup, et je suis hyper heureux que Albin et mes éditrices aient accepté de reprendre cette figure que je trouvais très belle, et puis ils ont fait un travail vraiment très très très, très beau sur les couleurs, c'est complètement l'interprétation. Je trouve que c'est sympa d'avoir l'interprétation parfaite
du roman en couverture. Et la quatrième, elle est suffisamment intrigante pour, là aussi, merci Lise, la quatrième est suffisamment intrigante pour susciter l'intérêt et l'envie d'aller peut-être le lire. C'est peut-être Alors, si justement, si vous voulez savoir ce que Jérôme a demandé à Sacha, je vous engage à aller dès demain matin en librairie ou ce soir sur notre site unendroitoualler.com. Vous pouvez l'acheter en ligne. Vous serez redirigé vers une librairie indépendante de votre choix. Donc, n'hésitez pas. Avant de te donner le mot de la fin, je vais remercier Julie chaleureusement d'avoir si bien animé cette rencontre une fois de plus. Lundi, il n'y aura pas de rencontre. C'est lundi de Pâques. Donc, on fait une petite pause. Et on se retrouvera mardi avec les éditions Pocket et Luca Di Fulvio qui nous fera la joie de parler en français. Il est italien, mais il parlera en français. Il viendra présenter le livre qui vient de sortir chez Pocket, Les prisonniers de la liberté. Voilà, donc Gavin, je te laisse la lourde tâche de faire la conclusion de cette interview. J'ai dit un pour tous copains, à la vie, à la mort. Je crois que c'est le résumé de ce roman. Et puis déjà, je vous dis merci beaucoup parce que c'est rare de pouvoir parler en ce moment de nos romans, de nos textes. Il y a tellement peu de rencontres, tant pis, tant mieux. Et voilà, c'est la vie. C'est la vie, je crois que je vais finir là-dessus et je vais surtout dire merci à Julie de m'avoir accompagné, de m'avoir suivi et d'avoir bien voulu animer. Et puis à toi, Nathalie, qui me suit depuis un petit bout de temps. Cher chevalier libraire, tu me fouettes aussi, tu me bottes les fesses et ça fait du bien. Et je dis merci à tous les libraires qui nous soutiennent, Marie-Adélaïde, Lydie Zanini, et Gérard Penalver au Lavandou. Bref, à plein de, j'en oublie bien sûr beaucoup, mais ça me fait du bien, ça me fait plaisir que vous aimiez, que vous me disiez parfois quand ça ne va pas aussi, c'est bien. Merci d'être là et que la vie soit belle. En tout cas, le résultat est là. J'étais très heureuse de te lire et de voir que ça avait encore évolué. Donc, bravo, Gavin. Allez acheter La Divine Comédie de Novice, Albin Michel. Je vous souhaite un bon week-end à tous les deux. Et à nos amis lecteurs, rendez-vous mardi prochain à 19h. Belle soirée à vous deux. Merci beaucoup. Bon week-end à tous.